Bien, désolé pour cette interview technique et merci de votre invitation que j'accepte avec grand plaisir. C'est très rare qu'on puisse séquestrer des gens dans une salle pour leur parler de nos recherches, donc évidemment je vais en profiter de manière tout à fait abusive. Ce qu'il faudrait, c'est me surveiller en termes de temps, pas pour le reste non, mais parce que je me tiens à peu près, mais en termes de temps, voilà, il est 14h30, disons quoi. Après, je veux dire pourquoi je parle sans. Continue. Voilà. 15h15 et 15 minutes d'échange avec la classe, est-ce que vous l'aviez vous-même proposé? C'est parti, merci beaucoup. Oui, alors cette question du travail des élèves dans la classe, je suis très attentif au fait que Madame Amal fait bien la différence entre les devoirs et le travail dans la classe, parce qu'évidemment, dans le débat public, on a une grande tendance à aplatir l'un sur l'autre. Et au motif qu'on peut ne pas apprécier le système des devoirs qui continue en principe d'après la réglementation à être encadré, en tout cas au niveau de l'école primaire, l'idée qu'on rencontre souvent, c'est qu'il ne faut jamais que les élèves travaillent en dehors de la classe. Il n'y a pas grand rapport avec ce dont nous parlons. La question n'est pas du tout de savoir s'il faut faire des devoirs ou pas, la question me semble être plutôt de comment est-ce qu'on outille les élèves pour qu'ils soient capables de travailler tout seuls le plus possible et le plus tôt possible. Parce que je crois que c'est ça qui est requis par l'école contemporaine, hein, et c'est pas propre à notre pays. Cette question d'autonomie est absolument centrale. Vous verrez ça dans la bibliographie. Si vous souhaitez avoir le diaporama, évidemment, il vous appartient. Il y a un ouvrage de Héloïse Durler qui est paru il y a 2 ans maintenant, c'était sa thèse, une collègue suisse. Le titre du bouquin, c'est l'autonomie obligatoire. Je trouve que dans ce titre, il y a beaucoup de choses, parce qu'en effet, l'autonomie aujourd'hui est devenue obligatoire, ce qui contredit un peu la notion. Mais déjà, Kant montrait bien que dans l'éducation, il y a quand même une contradiction majeure, qui est qu'on essaie de former les gens pour qu'ils n'aient plus besoin de nous un jour. Donc cette idée d'autonomie obligatoire, je crois qu'elle est à prendre tout à fait au sérieux, parce que, à la fois, évidemment, elle s'impose dans des curriculums comme les nôtres, qui sont assez éloignés de ceux que, tout simplement, moi j'ai pu connaître étant enfant et élève, mais en même temps, ça laisse dans l'ombre la question de comment on construit l'autonomie, comment est-ce qu'on aide les gens à ne plus, est-ce qu'ils n'ont plus besoin de vous, est-ce qu'il est véritablement à la fois un casse-tête éducatif, mais aussi un défi absolument magnifique, parce que je crois que c'est le fond même de l'éducation. Alors, je vais arrêter ces propos extrêmement généraux pour... d'accord. Essayer de vous présenter, sans doute pas un état de la recherche, parce que ça serait un peu prétentieux et aussi un peu soporifique à l'heure où nous nous trouvons les uns les autres, mais quelques grands axes de ces recherches. Peut-être un peu l'état de la question quand je l'ai éprouvé moi-même, quand je m'y suis intéressé, ici d'ailleurs dans l'académie de Créteil, dans des établissements qui ne sont pas loin d'ici, donc c'est là que cette recherche a commencé. À l'époque où je travaillais à l'UFM, et où c'était une recherche collaborative, il y avait une IPR, il y avait des formateurs, il y avait quelques chercheurs, quelques bordelais aussi, parce qu'on avait un peu séparé, diversifié, disons, les terrains. Donc je vais vous parler de cette brève revue de littérature de l'état dans lequel je l'ai trouvé, avec 3 axes qui existaient déjà, un point de vue didactique, un point de vue historique, un point de vue sociologique, et j'essaierai, dans la 10e partie, de déplier un peu le point de vue qui m'est propre autour de cette sous-discipline qui est en train d'essayer d'émerger, qu'on appelle la sociologie didactique ou la didactique sociologique, et parfois de façon extrêmement osée, la sociodidactique, mais les mots sont sans doute plus ronflants que la réalité. Quelques mots introductifs. Moi j'ai lu avec un très très grand intérêt, et ça n'est pas une formule, votre enquête, parce que c'est extrêmement rassurant. On voit que dès que les gens vont sur le terrain, qu'ils passent un peu de temps et qu'ils regardent avec un point de vue d'extériorité, parce qu'ils ne sont pas directement aux affaires, ils voient exactement les mêmes choses. Et il y a, dans tout ce que vous dites, il n'y a absolument rien à jeter, comme dirait le poète. Tout ce que vous dites, en effet, est dans cette réalité de la question du travail personnel. Je crois que la différence qui fait... Alors, je crois que si vous faites des illusions sur les labos de recherche, c'est des petites choses artisanales qui fonctionnent comme elles peuvent avec leurs petites mains et des petits crédits, au passage. Voilà. Donc, je crois qu'il ne faut pas se laisser abuser, disons. Et à mon avis, il faudra aller de plus en plus, je vois encore une autre fenêtre, mais je vous promets de ne pas trop en ouvrir, donc je vais essayer de développer des recherches collaboratives de ce type-là. Parce que
dans cette recherche sur les devoirs, s'il n'y avait pas eu des formateurs, s'il n'y avait pas eu des enseignants, notre attention n'aurait pas été attirée comme elle l'a été sur des phénomènes qu'ils connaissaient parfaitement. Outre évidemment les ouvertures qu'ils nous ont proposées dans des établissements, voire dans des familles, il y a là un point de vue de terrain qui est absolument indispensable pour la recherche. Je sais que l'ESP de Créteil est en train de développer une mission recherche pour essayer de fédérer les recherches en éducation, qui sont quand même le grand accent depuis la création des IUFM et des ISP, puisque vous savez comment on a créé, on n'a pas voulu qu'il y ait de laboratoires de recherche dans les IUFM et dans les ISP, c'est un choix. Bon. Tel qu'il est maintenant, je crois qu'il importe de développer de la recherche à visée professionnelle, hein, pas stratosphérique, mais néanmoins, on peut penser que ces cadres nous aident à mieux comprendre et on espère aussi à mieux maîtriser un petit peu le réel. Et c'est donc le point de vue que je vais essayer de développer ici, pas du tout contredire ce que vous dites, parce qu'il n'y a strictement rien à contredire, mais essayer de mettre un peu en perspective. Hein, donc voilà les questions qui sont prises en compte, les pratiques hétérogènes et contradictoires des enseignants, oui. Quand on fait une enquête sur le sujet, vous rencontrez des enseignants qui vous disent je donne des devoirs parce que je dois en donner. J'ai essayé de ne pas en donner au début à l'école primaire et très rapidement les parents d'élèves m'ont rappelé à l'ordre les collègues parce que ça ne se fait pas, c'est impossible, on ne peut pas tenir. Ils vous disent en général, enfin, peut-être pas en général, mais on ne les corrige pas ou pas toujours parce qu'on ne sait pas qui les fait. Ce qui est quand même un argument assez important. Il vous dit en plus, si je prenais le temps de les corriger, je prendrais du retard sur ma progression au cours, et donc je ne vois pas trop pourquoi. Donc, mais néanmoins, j'en donne. Voilà, donc c'est ça qui m'a interrogé depuis le début. Et de notre côté, quand vous demandez aux parents, ils vous disent souvent, ça prend beaucoup plus de temps que ce qui est demandé, nous sommes souvent en difficulté, il y a parfois des psychodrames à la maison, il n'y en a pas besoin, etc., etc. Mais néanmoins, on en veut. Voilà, il y a cette espèce de réalité curieuse de ce travail hors la classe, ici matérialisé sous forme de devoir, dont les acteurs, les élèves s'ils pouvaient s'en passer aussi, ils s'en passeraient pour la plupart. Donc les trois acteurs sont d'accord, néanmoins ils en veulent. Jusqu'à demander des devoirs de vacances que l'institution n'a jamais prescrit. Une espèce de singularité, peut-être un peu française d'ailleurs en matière, qui fait que c'est une sorte de besoin social. Vous comprenez déjà peut-être le point de vue socio-didactique que j'essaie de développer, c'est-à-dire qu'il y a un aspect purement cognitif dans les devoirs, qu'il faut regarder évidemment avec la plus grande circonspection, mais il y a indissolublement un aspect social qui fait que c'est une réalité mixte et qu'on ne peut pas toucher à l'un sans toucher à l'autre. Et donc, de mon point de vue, mais on y viendra sans doute dans la discussion, régler de manière un peu plus harmonieuse et profitable aux élèves et à tous les élèves la question du travail en la classe, en particulier par le biais des devoirs, passe certainement par des méthodes de mise au travail et d'aide, mais aussi par notamment la question de la place des parents dans l'école, qui me paraît être une raison extrêmement importante de la façon dont le travail en la classe est traité dans notre pays. Alors, que peut faire la recherche? Elle peut aider, par exemple, à hiérarchiser les priorités, à mobiliser les approches. Alors, je l'ai signalé à Madame Amab quand on a correspondu par téléphone, je lui ai dit, quand même, là vous dites, bon, il faut utiliser les recherches en éducation, notamment les neurosciences. Alors, bon, ça, on a tous des positions de chapelle, évidemment. Je dis, ça fait très bien les neurosciences, mais pourquoi et pourquoi faire? Je crois que ce qui est important dans ces affaires-là, c'est d'éviter de chercher les panacées universelles. On est tous tentés de ça, et les modes éducatifs et pédagogiques se succèdent les unes aux autres jusqu'à ce qu'elles montrent en général leur faillite à tout régler et qu'on en emprunte une autre plus séduisante. Je crois que les neurosciences, il y a un dialogue tout à fait important, ce qu'on appelle la neuroéducation aujourd'hui, à entreprendre avec elles. Il y a des choses, je pense aux travaux de Gaël, des gens comme Léo, qui sont tout à fait importants. Mais l'intérêt, en particulier des sciences de l'éducation, c'est de les mettre en dialogue et d'essayer de savoir à quoi les unes et les autres peuvent servir. Parce qu'elles ne servent pas à tout. Ça serait d'ailleurs de dénaturer que de les faire un peu des bonnes à tout faire du système éducatif. Et je crois que l'intérêt, c'est, dans les problématiques sur ces questions-là, de voir quel type de recours nous pouvons avoir à elles. Le dernier élément, c'est que je crois que dans cette question du travail autonome, il y a beaucoup de sous-entendus sur qu'est-ce que c'est travailler pour un élève, qu'est-ce que c'est apprendre à l'école. Parce qu'on n'apprend pas à l'école comme on apprend dans le reste du monde, hein, et c'est pas du tout une critique, c'est une caractéristique structurelle de l'école depuis qu'elle existe en tant que telle. Paradoxalement, l'école met les enfants à l'abri du monde pour pouvoir mieux les y intégrer. Il y a un énorme paradoxe, évidemment, que les éducateurs ont à traiter. Et cette question-là de l'autonomie, comme je l'ai dit dans ma
linéaire est déjà trop long, elle intervient de manière importante. Je crois qu'aujourd'hui, les apprentissages qui sont ceux de l'école et qu'on appelle aujourd'hui par compétences, puisque c'est y compris passé dans les socles et dans les programmes officiels, sont des apprentissages qui requièrent des positions autonomes des élèves, qui n'étaient pas celles, encore une fois, qu'on attendait de moi quand j'étais élève à l'école primaire, et donc quand je récitais correctement la liste des appelants à la droite de la Loire, de la Gironde, en ce qui me concerne, j'avais tout bon et je pouvais rentrer tranquille et apaisé chez moi. C'est plus exactement le cas aujourd'hui parce que les choses ont changé. Alors, je vais essayer de rentrer dans le vif du métier en développant le point de vue didactique. Je ne sais pas si vous lisez bien. Je vous renvoie aux travaux de Christine Félix. Donc, je dirais qu'elle est notre mère à tous, même si elle est plus jeune que moi, parce que je crois que c'est, à ma connaissance, c'est une des premières à avoir fait, alors on peut avoir eu des propos sur les devoirs, parce qu'évidemment, ça tout le monde en a, comme sur la composition des équipes nationales. Elle a fait un travail de didactique sur la façon dont des élèves faisaient leurs devoirs, alors ce qui incluait l'apprentissage des leçons, des élèves de 6e, je crois, dans 2 disciplines, mathématiques et histoire-géographie. Et là où vraiment elle a attiré mon attention, où elle m'a donné envie de faire cette recherche, c'est qu'elle montrait la solidarité qu'il y avait entre ce qu'elle appelle les 2 milieux didactiques. Le milieu didactique de la classe, tout bêtement, mais aussi le milieu didactique de la maison. Parce qu'évidemment, on apprend toujours dans un milieu, et la question qui peut se poser, c'est comment est-ce qu'il se transporte. Voilà. Je trouve que les didacticiens, de ce point de vue, ont rendu un grand service à peu de choses qu'on croit avoir compris sur la question des devoirs, en montrant que cette question de la circulation et du retour, puisqu'en principe les devoirs ou alors la classe en général, c'est fait pour revenir au moins stabilisé et au mieux bonifié dans la classe, elle a attiré notre attention sur le fait qu'il y avait une solidarité très grande entre ces 2 milieux, avec des résultats qui peuvent être contre-intuitifs pour certains d'entre eux, notamment le fait que les meilleurs élèves, en tout cas, elle prend la précaution, si vous voyez, de définir ici que c'est les élèves légalement définis. Est-ce que c'est les meilleurs dans l'absolu? C'est un autre débat, on les prend tels que l'institution qu'ils sont, et dont ils se persuadent même qu'ils le sont aussi dans beaucoup de cas. Les meilleurs élèves passent plutôt moins de temps à faire le travail à la maison que les élèves plus faibles. Ce qui contredit un peu l'idée qu'on a comme enseignant, que j'ai eue quand j'étais enseignant de second degré, que les élèves qui réussissaient pas étaient les élèves qui ne travaillaient pas. Une position un peu simpliste, parce que le travail c'est vite que je dis évidemment, après avoir lu Anne Barrère et un certain nombre d'autres collègues, que je sais qu'il y a des aspects qualitatifs du travail qui ne se réduisent pas au comptage du temps que nous passe, et qu'évidemment s'ajoute de manière extrêmement forte dans le travail continue plus sous le regard des enseignants. Beaucoup d'élèves, nous dit Christine Félix, ont des attitudes un peu héroïques qui consistent à essayer de comprendre une deuxième fois chez eux ce qu'ils n'ont pas compris une première fois dans la classe et hors du secours de tout le monde, ou parfois mal accompagnés, parce que ça c'est plutôt l'aspect Séverine Carpeau de la chose. Elle nous montre qu'il peut y avoir des didactiques familiales, ce que vous savez intuitivement, où les parents mettent parfois un point d'honneur à essayer de faire adopter les méthodes qui sont celles par lesquelles ils ont appris, qui ne sont pas forcément, il y a aussi un peu de temps à passer, celles qui sont requises par la classe au moment où ça se fait. Séverine Carpeau, vous voyez son travail, surtout dans des familles issues de l'immigration, elle voyait les parents refaire venir d'Afrique les manuels scolaires dans lesquels ils avaient appris, parce qu'ils pensaient que l'école française était en train de trahir cette pédagogie et qu'eux étaient les véritables représentants de l'orthodoxie pédagogique. Ce qui est assez amusant quand on voit comment ces parents sont traités parfois comme des gens qui ne s'intéressent pas à l'école, au contraire, ils se présentaient au contraire comme ceux qui tenaient bon une fois que tout était en train de partir. Avec évidemment des conflits de loyauté dans lesquels ils peuvent placer leurs enfants, puisqu'ils ne savent pas trop la manière qu'ils peuvent utiliser pour bien travailler. On espère qu'ils sont assez plastiques pour s'adapter aux deux et réussir à être des passeurs de monde. Voilà, donc ça en gros c'était le travail extrêmement évidemment de Christine Félix, avec cette attention en tout cas sur les deux, et qu'au fond, je crois que ça aussi c'est peut-être une conséquence importante de son travail, c'est que toutes les questions du travail hors la classe renvoient fondamentalement, je crois qu'on est tout à fait d'accord avec elle là-dessus, au travail dans la classe et aux apprentissages premiers dans la classe. C'est dans la classe qu'on apprend. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprend pas ailleurs, mais on finirait, quand on voit le nombre de dispositifs qui s'empilent à l'extérieur, par penser que c'est là que les élèves apprennent et plus dans la classe. Je tords un peu
la réalité, mais je trouve qu'il y a là, Christine Marie nous donne à réfléchir. Le deuxième point de vue qui m'a aussi beaucoup apporté, c'est un point de vue d'historien. Il y a cette note de Philippe Savoie qui à l'époque était à l'INRP, maintenant il est à l'IFE, elle-même composante de l'École normale supérieure de Lyon. Il avait remis une note à l'époque sur la question du travail personnel des élèves au lycée. Alors je fais ça très rapidement parce que l'historien a pris ça pour être longtemps. Il y a eu en 1902 une grande réforme, c'était l'époque où on pouvait sans doute encore réformer l'éducation nationale. Une grande réforme qui a eu adopté un certain nombre de décisions importantes, notamment, je ne suis pas spécialiste, mais le fait que les humanités scientifiques et technologiques sont rentrées dans l'école et se sont mis à contester le monopole du grec, du latin, c'est-à-dire des disciplines phares, à partir desquelles on produisait les gens dits instruits, à partir du second degré. Donc ça, c'était une réforme tout importante, réforme de Georges Leygue, je crois. Et il y a eu un petit détail technique, nous dit Savoie, qui fait que les séquences de cours de 2 heures, alors on est au lycée, en fait, primaire, les séquences de cours de 2 heures sont passées à 1 heure. Bon, on divise par 2, oui, sauf qu'en divisant par 2, vous ne pouvez plus en 2 heures faire à la fois la leçon et les exercices. Donc Savoie et d'autres historiens situent là une racine technique importante de ce que moi j'appelle l'externalisation du travail personnel des élèves, c'est qu'on s'est habitué à faire en sorte que les élèves travaillent à l'extérieur de la classe. Il est à noter à l'époque que quand ils travaillaient à l'extérieur, ils avaient parfois des répétiteurs, qui étaient un véritable corps professionnel, et que pour d'autres raisons contingentes, ces répétiteurs ont progressivement été absorbés dans le corps des enseignants, ce qu'ils souhaitaient, jusqu'à ce que des gens qui s'appelaient les adjoints d'éducation, qui avaient encore dans les années 60, ont été intégrés dans le corps des certifiés. Voilà. Donc, vous avez des mesures techniques et corporatives de ce genre. Il y a un sifflement, c'est ça? Je continue à voir si on n'entendrait pas. Il y a des mesures de ce genre-là qui ont progressivement découpé ce travail dans la classe, du travail à l'extérieur, et créé une division du travail croissante entre les gens qui font le cœur des apprentissages et ceux qui sont censés aider les élèves à l'extérieur. Une conséquence majeure, quoique peu discrète, de la réforme de 1902 est une profonde redéfinition de la place et de l'organisation du travail personnel des élèves, redéfinition beaucoup plus radicale par ses effets sur la nature même de cet enseignement que n'ont alors pensé la plupart de ses inspirateurs auteurs. Le deuxième historien que je prends en vote, Bruno Pousset, qui vous explique que la circulaire de 1956, la fameuse, celle qui proscrit le travail écrit des élèves dans l'enseignement élémentaire, n'a pas été appliquée. Les maîtres ont continué, dit-il, à donner des devoirs du soir. Plusieurs raisons rendent compte de ce fait. Les programmes de l'école élémentaire puis du collège et du lycée sont trop chargés, infaisables pour les élèves ordinaires. Les enseignants externalisent ainsi un certain nombre de tâches. Ce sera d'abord la famille, puis ultérieurement diverses officines ou associations appelées significativement aide et devoirs. En ce sens, l'école peut reconnaître son échec puisqu'elle a déscolarisé une partie essentielle de son activité. Voilà, donc ça c'est le décor qui nous est planté par les didacticiens et les historiens. Et je pense que la troisième composante, alors là je vais faire une vision encore plus rapide à mes collègues, vous avez fait tout à l'heure mention des travaux de Dominique Glassman, oui, qui sans doute a été le premier de manière plus constante et importante à ausculter l'école après l'école, et à montrer tous ces jeux subtils, complexes d'alliance entre différents groupes d'acteurs, la nature complexe de l'aide, qui peut être de l'aide du simple renforcement, du simple maintien dans la tâche, jusqu'à des aides plus sophistiquées. Et d'ailleurs, une de ces doctorantes, docteur aujourd'hui que vous voyez à la fin de la liste, Anne-Claudie Moller, a fait sous sa direction un travail aujourd'hui sur le coaching scolaire, puisqu'évidemment, le coaching s'est instillé lui aussi dans cette manière de faire travailler. Ça n'est pas plus du tout de la remédiation, ça n'est plus du tout de la complémentation, je ne sais comment il faut dire. C'est une façon d'essayer de maximiser les capacités de chaque élève, par une analyse qui se veut assez fine de ce qu'il est, de ses capacités de travail, et de maximisation de ses chances dans la compétition scolaire. Vous voyez que le spectre des devoirs et de l'accompagnement aux devoirs, il est extrêmement large, et les sociologues, je crois, nous ont dit des choses assez importantes là-dessus. Pierre Perrier, École et Famille populaire,
il y a au moins un chapitre qui aborde cette question. Et Pierre Perrier vous montre comment l'association progressive des familles populaires à la scolarisation de leurs enfants participe d'une excellente intervention. Sauf que, dit-il, nous sommes passés par un retour de balancier dont nous avons le secret d'un monde dans lequel les parents étaient à peu près exclus d'école, à un monde dans lequel on leur demande d'y venir, d'aider, d'être présents, de pallier, de remédier, etc. Et vous dit-il, les parents de catégorie populaire ne sont pas forcément équipés du jour au lendemain pour ce rôle-là, et peut-être qu'ils ne sont d'ailleurs jamais. Pour des raisons cognitives, il est difficile pour des parents milieu populaire d'être mis en échec par des exercices qu'un élève de CM2 ou de 6e devrait savoir faire. C'est pas une situation extrêmement agréable. Mais Perrier vous dit, mais ça va au-delà de ça, c'est la question même du temps des devoirs. Lorsque vous êtes employé ouvrier, que quand vous rentrez chez vous, vous n'avez plus de travail à faire et que vous vous livrez une vie de ménage, c'est pour les mêmes, ça ne change pas trop, et de repos ou d'autres activités pour l'ensemble des personnes, vous avez du mal à comprendre que vos enfants ont encore du travail une fois qu'ils sont rentrés à la maison. Tout simplement, comme dirait basiquement Bourdieu, des habitus ou des dispositions, comme dirait peut-être Leïr, qui font que c'est une pratique qui n'est pas du tout évidente. Si vous êtes enfant de cadre supérieur et que votre patron vous a gentiment vous gratifié d'un ordinateur portable qui vous permet d'être contactable tout le temps et de travailler le cadre de l'éducation nationale, de travailler le samedi et le dimanche, vos enfants n'ont aucune difficulté à comprendre qu'on travaille tout le temps, qu'il n'y a plus vraiment de limite entre la vie publique et la vie privée, entre l'exercice et le loisir, etc. etc. Et je pense que ces modèles éducatifs jouent évidemment un rôle dans le caractère plus ou moins naturel de la prescription de travail à la maison. Quant à Céline Piquet et Bruno Suchot, qui sont des économistes de l'éducation, c'est un des travaux, il n'y en a pas tant que ça, je crois, mais qui montre qu'on risque d'être un peu démoralisé. Les aides au travail à la maison, les aides au travail en général, n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Beaucoup d'énergie dépensée. Des économistes d'éducation le chiffre en milliards d'euros, je crois que c'est 1,5 milliard d'euros par an, c'est des sommes assez considérables, dont on n'est pas sûr du tout de l'efficacité de l'investissement. Alors il y a un vrai problème social, de mon point de vue, qui se pose et qui va au-delà de ce que le législateur pointait en 1956. Les deux raisons en 1956, c'était les enfants sont fatigués, on retrouve ces raisons-là. Et l'autre raison, c'était si l'école se veut démocratique, elle ne doit pas faire travailler les enfants à l'extérieur, puisque précisément elle les met dedans pour protéger des influences sociales. Donc si elle sort au travail, elle recrée le phénomène qu'elle prétend par nature éliminer. Voilà, donc là nous entrons en scène maintenant, et je fais un peu de pub pour le bouquin de mes collègues d'Escone, Jacques Finon et Jean-Yves Rochex. La construction des inégalités scolaires, c'est un collectif, il n'y a pas que, il y a des articles, des chapitres sur les mathématiques, notamment sur beaucoup d'autres choses. Ce qui me paraît intéressant, c'est qu'ils empruntent à des didacticiens, le texte est peut-être un peu difficile à dire comme ça, dans le bref laps de temps que nous avons, pour éventuellement y revenir. Ils empruntent aux didacticiens l'idée de contrat didactique différentiel. Et que les didacticiens appellent, si on a dans la salle, ils vont massacrer, et les didacticiens nous disent qu'il y a des systèmes d'attente réciproque entre les enseignants et les élèves, une espèce de contrat qui est tacite, qui n'est pas forcément explicité, et même qui n'a pas à l'être, contrat qui change au fur et à mesure de la scolarité. Mais non seulement il y a ce contrat didactique, système d'attente réciproque, mais ces contrats peuvent être différenciés. C'est-à-dire, et c'est d'ailleurs ce qu'a montré Christine Félix, quand un enfant rentre à la maison avec la prescription des devoirs, en fait, il n'arrive pas avec les mêmes devoirs, parce que pour lui, ça ne signifie pas la même chose. Il y a une sorte de diffraction, les élèves voient, c'est tout ce qu'a fait la fondation de l'ESCOL en 92, École et Savoir dans les banlieues ailleurs, lié de rapport au savoir, voilà. On la retrouve bien évidemment au niveau des devoirs. Les élèves vont avoir une interprétation des devoirs, qui est lié à ce qu'ils savent, à ce qu'ils comprennent de l'école, à ce qu'ils comprennent de l'exercice à l'école, et qui font que là où vous croyez avoir donné le même devoir pour tout le monde, d'ailleurs on peut se poser la question de savoir pourquoi on donne le même devoir pour tout le monde, mais là on rentre encore dans un autre type de débat, parce que si c'est des exercices, on pourrait imaginer que comme dans le reste de la société, on s'exerce pour travailler les points forts, les points faibles, et que c'est pas la même chose qu'en une évaluation, il faut le même pour tout le monde. Voilà. Donc là l'idée c'est celle-ci, c'est que les élèves peuvent arriver avec
des versions différentes de la même chose, sans parler des conditions matérielles. Dans un collège pas très loin d'ici, on avait fait de l'observation dans des familles le soir, et on voyait que des élèves arrivaient avec des énoncés, alors peut-être que le cartable numérique a résolu tout ça définitivement, mais ils avaient des énoncés souvent très divergents de ce qu'il y avait à faire, ce qui donnait lieu à de longues séances téléphoniques entre copains qui déviaient assez rapidement vers tout à fait autre chose, et ça faisait monter un peu la température familiale, si vous voulez, de quoi je parle. L'idée qui est sous-jacente à ça, il faut même que j'en dise deux mots, c'est que la position de Rochex, Quinon et autres, c'est de dire ce que nous montrent les enquêtes internationales aujourd'hui. C'est que l'école française, comme toute école, absorbe les inégalités qui existent, qui sont en tout cas à l'extérieur d'elles-mêmes. Vous ne pouvez pas égaliser les gens dans une monde où il faudrait les prendre dès la naissance et les fermer à clé dans une salle de classe avec le même enseignant. Vous imaginez. Donc ça, c'est évidemment de la science-fiction et de la science-fiction, c'est un film d'horreur. Dans la réalité, les élèves viennent de plusieurs mondes, il faut faire avec ce dont ils sont porteurs. Mais ce que nous savons aussi aujourd'hui, c'est que l'école française a tendance à rajouter, non seulement à reproduire, mais à rajouter des inégalités. Ce que nous montrent des enquêtes dont on n'est pas suspect de les avoir faites par pure malveillance, puisque c'est des enquêtes internationales qui ne demandent pas de nous. Alors, je vais m'aventurer un peu plus dans mon propre travail. Ce qui nous est apparu dans l'enquête, en tout cas 2009-2010, je ne sais plus, on va commencer vers 2006-2007. La typologie un peu sauvage que vous voyez avec ces trois niveaux, le type 1, le type 2, le type 3, sont des choses que nous avons cru entendre dans la bouche des enseignants quand nous leur demandions ce qu'ils attendaient des devoirs. Alors, ils étaient tous d'accord pour le niveau 1, et les expressions qui sont entre guillemets sont les leurs. Parfois, il y a des gens des expressions tout à fait excessives, vraiment des expressions tout à fait heureuses. Et l'idée que le travail du soir s'était fait pour enfoncer le clou, c'était cette idée, cette persuasion basique qu'ils avaient que même si vous comprenez bien en classe dans la journée, c'est quand même pas mal de revoir un peu, ne serait-ce que sous forme de leçons, ce que vous avez fait. On sait tout ça, on apprend la nuit, on fait des tas de choses la nuit, on se régénère en condition de dormir. Les apprentissages en effet se stabilisent. On a eu à l'époque des méthodes dans lesquelles on mettait des magnétophones sous l'oreiller. Dès que vous allez apprendre des langues vivantes, c'est un peu sauvage, je ne sais pas si on a continué, mais en tout cas, les neurosciences ne contredisent absolument pas, au contraire, elles sont aujourd'hui d'expliquer comment ça marche, que cette consolidation, cette stabilisation des apprentissages est tout à fait importante, et l'idée de ne plus rien donner à faire aux enfants serait tout à fait suicidaire ou, délinquante, parce qu'on sait, on croit pouvoir savoir d'expérience aujourd'hui de manière un peu plus robuste, que c'est tout à fait important, et nous, la posture qu'on met en face, c'est l'idée qu'il s'agit au moins de conserver à l'identique ce qui a été appris et compris, et avec cette métaphore un peu simpliste du pli, on met en pli ce qui a été fait. Ne serait-ce que parce qu'il va y avoir un résumé, une synthèse, et que ça permet à l'enfant, parmi la variété des choses qu'il a vues, de sortir avec l'essentiel des choses. Ce qui est rendu difficile aujourd'hui, les gens travaillent dans notre équipe là-dessus, sur les manuels scolaires qui ont tendance à multiplier les éléments de support. C'est ce qu'Elisabeth Gauthier appelle les textes délinéarisés, où il s'agit pour les enfants de relinéariser ce qui, à certaines époques, était parfaitement linéarisé. Alors, tout avantage et inconvénient de la chose, je ne sais pas, mais cette idée que les enfants ont besoin à un moment donné de mettre en pli, je crois qu'elle est tout à fait importante. La flèche de droite est une flèche qui essaie de montrer qu'on peut prendre le devoir du soir, puisqu'on nous parle de lui, comme un élément spécifique, l'exercice numéro 4 de la page 22, et puis l'exercice numéro 6 de la page 25. Alors, les élèves peuvent l'interpréter à minima. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, s'acquitter de la tâche. Ils auront fait leurs deux exercices, ils auront demandé la vérification, soit à la personne qui pilote l'étude, soit au papa, à la maman, soit à l'adulte qui va attester que c'est un enfant sérieux qui fait son travail, et puis il va pouvoir retourner à ses occupations favorites. Il n'est pas certain que quand on donne des devoirs, on ne vise que le fait de se mettre quitte avec l'école. On a d'autres visées, notamment d'un point de vue temporel, et elles apparaissent dans les entretiens, puisque les enseignants disent « attendez, le type 2, faire l'exercice, c'est aussi apprendre intelligemment, c'est-à-dire s'apprendre à
transférer sur d'autres objets ce qu'on a vu sur un objet particulier. Voilà. On va apprendre des algorithmes, des règles lenticales, toutes sortes de choses. Comme le montre Bonelli, quand on fait une carte du Massif central, en principe, c'est pas pour apprendre le Massif central, bien sûr, on apprend se peut faire de la cartographie, et pas mal d'élèves ne comprennent pas qu'on est en train de monter en diversité. Et le malentendu profond d'élèves dans le système éducatif, c'est ça, c'est cette incompréhension qu'ils ont, qu'on va toujours vers le plus générique, et que ce qui avait été générique à un moment donné devient du spécifique pour un nouveau générique, selon un processus infini, où on va de savoir conceptuels qui deviennent procéduraux pour refaire du conceptuel, qui redevient procédural, etc., jusqu'à bac plus, jusqu'à toujours. Voilà. Donc ça, c'est une des grandes règles de l'école d'aujourd'hui. Puisque les postures de l'université et de la recherche sont descendues dans le second degré, voire dans le premier degré, voire à l'école maternelle, alors qu'à une époque, il y avait des barrières assez étanches avec des savoirs qui étaient des savoirs qui étaient différents des savoirs du monde de la recherche et du monde de la production, du monde de la revue. Là, les types d'interrogations qui se posent après le baccalauréat sont déjà présents, au moins en filigrane, puisqu'il faut bien commencer à préparer ce mouvement d'une scolarisation accrue. Le troisième niveau, c'est le niveau que nous ont déclaré certains enseignants en disant mais finalement, quand on fait du devoir, on apprend surtout à faire des devoirs. Ça, c'est totalement hegelien, si vous me suivez. L'idée que le travail en soi est quelque chose par quoi l'on, en transformant, le réel se transforme. Il y a cette idée-là qu'on a retrouvée. Alors, tous les enseignants n'avaient pas lu Hegel, il y a finalement une logique d'esprit, tant mieux pour eux. Mais au fond, l'idée est exactement la même. Il y a une espèce de dialectique du travail dans laquelle, finalement, à la limite, quand vous n'avez pas de devoir, il vous manque quelque chose. Si je poussais un peu le bouchon un peu loin, il y a cette habitude d'être au travail, cette habitude de se donner l'exercice, d'envisager, d'anticiper, qui évidemment est le côté le plus générique, et d'élèves qui arrivent à être eux-mêmes dans les apprentissages, et de trouver du plaisir, et on le souhaite à tous dans les apprentissages, mais ça n'est pas toujours le cas. On peut coupler ça avec des réflexions plus générales. Voilà pourquoi la sociologie nous aide. Je vous ai transcrit cet extrait d'un article de Bernard Lahire dans un article de la Revue française de pédagogie au début des années 2000, où il montre que l'autonomie scolaire, évidemment, ce n'est pas l'école qui l'a inventée. L'école invente rarement des pédagogies ou des philosophies éducatives. Elles viennent très souvent de l'extérieur. La pédagogie par objectif vient du monde militaire, la pédagogie de l'accompagnement vient du monde du soin, la pédagogie des compétences vient de l'entreprise. C'est pas mal, l'école est dans la société, heureusement, puisqu'elle a pour but d'y préparer, mais je crois que nous avons, quand nous sommes un peu enfermés, parce qu'on a fait que ça dans sa vie, ce qui est souvent notre cas dans l'école, nous voyons mal que certains modèles viennent d'ailleurs, et que du coup, nous avons une sorte de responsabilité à se demander s'ils sont admissibles en tant que tels, et quel traitement il faut éventuellement leur faire subir, pour que ça soit de la vraie scolarisation, et pas une préparation. Ah non, ça c'est très mal. Ça c'est très très mal. Ouais. Voilà, alors maintenant je l'éteins. Avec toutes nos excuses. Oui, ce travail que fait Lahire, entre autres à partir du travail de Foucault, qui a eu une analyse du pouvoir, montrant que le pouvoir n'était pas comme dans les analyses marxistes traditionnelles, un pouvoir central sur l'envoi, etc., mais qu'il se diluait, qu'il passait par des choses assez subtiles et obliques, et que la manière de rendre les personnes autonomes à l'école participait de ces nouveaux modes d'encadrement social, dont vous pouvez aussi voir chez un historien comme Antoine Pro la trace. Pro montre comment les modes de management qui se sont emparés de la production contemporaine, passant du patron de droit divin à des patrons ou à des cadres qui, s'ils n'avaient pas de compétences, ne pouvaient pas faire tourner l'entreprise, et avaient des modes de management des personnes beaucoup plus par conviction, par la persuasion et pas par la menace, voilà, ou la prescription directe. Ces modes-là se sont diffusés, y compris à l'école, et elles demandent un élève qui ait ce type d'autonomie, cette manière de travailler sans intervention extérieure, sans être appelé à l'ordre, sans l'aide cognitive. Il ne doit pas être dans la dépendance des personnes. Et nous l'avons d'ailleurs tellement intériorisé qu'il n'y a pas une salle des maîtres, pas une salle des professeurs qui ne déplore souvent que les élèves ne sont pas, vraiment, ils ne sont pas autonomes.
ceux qu'on a cette année, ils ne sont pas autonomes. Heureusement, on oublie les années précédentes, c'est ce qui nous permet de travailler. Mais cette plainte récurrente de l'absence d'autonomie, je crois qu'elle indique très fortement à quel point nous y souscrivons, à quel point aussi nous ne nous demandons pas forcément quand elle a été construite. Parce que c'est ça aussi, je crois, le cœur. Alors, derniers éléments que je vais essayer de développer, et puis je crois que je serai vraiment bien dans le temps. La prescription des devoirs ou du travail hors la classe en général et du travail autonome, c'est-à-dire du travail dans lequel, en général, l'élève n'est pas sous les yeux bienveillants des enseignants, mais on pourrait imaginer qu'il y ait du travail autonome dans la classe, bien évidemment, ce qui a l'inconvénient d'avoir quelques conséquences en termes d'organisation, y compris du service des enseignants. C'est un sujet, vous voyez, on voit aussi des sociologues ont quelque chose à dire, parce que c'est une question qui n'est pas facile à régler. Elle suppose d'autres modes sans doute d'évaluation. La question des devoirs, elle est complexe parce qu'elle emporte beaucoup de choses avec elle. Elle renvoie au cœur de la classe, à la manière de travailler, à la manière de faire travailler les élèves. Elle interroge le modèle classique selon lequel les enseignants font la leçon, les élèves apprennent, et après ils travaillent tout seuls chez eux. Ce modèle-là n'a pas forcément trouvé son utilité, sa fécondité pour des élèves qui n'ont pas les cadres qui leur permettent de travailler correctement. Je travaille avec Cédric Acpo en ce moment sur des observations qui sont faites dans les couples d'enseignants, chez les couples d'enseignants, où nous regardons les enfants travailler, nous faisons des entretiens avec les parents. Et je crois qu'on sont en train de voir à peu près tout ce qui est requis pour avoir un travail autonome. On voit comment les parents d'enseignants, jour après jour, pas in abstracto, pas hors sol, comme on le fait parfois quand on fait les cours méthodologiques à des élèves qui ne comprennent pas l'intérêt des cours méthodologiques quand ils sont pas devant une difficulté, mais comment jour après jour, ils donnent des conseils, ce qu'on appelle, certains appellent des infra ou des hypodidactiques, qui permettent de travailler et auxquels on ne pense pas quand on fait la leçon. Voilà. Comment on va faire les opérations, comment on va les poser, où est-ce qu'on va les écrire, comment on va rédiger le raisonnement, comment on va s'organiser, etc., etc. Les parents d'enseignants, évidemment, à la fois parce qu'ils connaissent l'intérêt et les stratégies d'études, parce qu'ils sont vigilants aussi, parce qu'ils sont des experts de la transmission, sans s'en rendre compte, instillent au jour le jour et au soir le soir ces manières de faire avec les enfants, et s'étonnent peut-être que d'autres élèves n'aient pas ces manières spontanées entre guillemets de faire. Nous connaissons nos enfants, nous avons été en général d'assez bons élèves, en tout cas c'est ce que nous essayons de faire croire à nos enfants, qui n'ont pas trop été en difficulté à l'école. Il est donc difficile de comprendre, comme je pu le dire parfois, en prépa bachelor, on ne comprend pas pourquoi certains élèves ne comprennent pas. Évidemment, quand ils sont seuls devant la tâche, c'est encore plus délicat. J'emprunte là le résultat d'un travail piloté par Bernard Ray avec Vincent Carrette, Anne Defranc, je crois, et Sabine Kahn, voilà. Sur les compétences, Bernard Ray est quelqu'un qui, de mon point de vue, écrit des choses tout à fait passionnantes et fondées sur la question des compétences, dans la mesure où ni il ne les voue hégémonie, comme on a tendance à le faire parfois, on dit c'est le monde dans l'entreprise, donc c'est mauvais, ni non plus en faisant une sorte de panacée. Essayons vraiment de comprendre. Et il nous propose lui aussi un triptyque. Il y a ce qu'il appelle les compétences de premier degré, compétences élémentaires ou procédures. Savoir exécuter une action en réponse à un signal préétabli après entraînement. Voilà. C'est une compétence. Lorsqu'on regarde les enquêtes PISA, on se rend compte que ça correspond à peu près à ce qui est mis en évidence ici. Il y a, je suppose que ça n'a pas changé, nous avons travaillé sur les débuts des premières enquêtes PISA au moment où tout le monde disait que c'était vraiment très mal fait et que ça ne prenait pas en compte la spécificité française. On peut changer de point de vue depuis, même s'il est vrai que forcément ça a des défauts. Donc le premier niveau de PISA, c'est-à-dire par exemple sur un texte, puisque c'est ce qu'on avait surtout travaillé, on peut demander à des élèves, donc de 15 ans, puisque c'est le cas, d'aller trouver des renseignements dans le texte. Les élèves français sont plutôt très bons en la matière. Ils ont cette habitude-là, ils sont capables, c'est ces compétences-là, de savoir exécuter une action en réponse à un signal. C'est un signal qui est un peu sophistiqué, mais
cette façon de répondre à une question directe qui consiste à dire est-ce que dans le texte il est question d'un restaurant ou d'Henri IV ou je ne sais quoi, oui, les élèves français ont une bonne lecture, ils s'en sortent, ils sont mieux que la moyenne de l'échantillon de l'OCDE. Compétences de deuxième degré, compétences élémentaires, puis interprétation ou cadrage de la situation. Savoir choisir parmi les procédures qu'on connaît, celle qui convient à une situation ou une tâche non connue. Ce qui est aussi un peu le deuxième niveau, on retombe toujours sur la même chose, qu'intuitivement on trouve les enseignants être capables de comprendre qu'il faut faire essaimer les concepts et que s'exercer, c'est justement, on fait varier et quand on a varié, on trouve les structures. Voilà. Platon ne disait pas autre chose dans le dialogue. À force d'avoir regardé 5 cailloux, 5 morceaux de bois, j'ai fini par fabriquer l'idée du 5. C'est exactement ce qu'on fait avec les bois. Le travail, ça n'a pas bougé depuis l'Antiquité, les humains surtout, les humains. Et cette compétence de deuxième degré, en effet, c'est cette espèce de, ce que Husserl aurait appelé la réduction idétique, cette façon de faire varier les objets d'application de l'intelligence pour arriver à en extraire des compétences plus larges qui évidemment sont plus opérationnelles. Ce que fait remarquer d'ailleurs Bernard Rey, c'est que les gens qui n'ont pas acquis les procédures, si par exemple vous ne connaissez pas par cœur l'étape de multiplication, vous allez perdre un temps infini à refabriquer dans votre tête la multiplication et à obtenir le résultat. Et le fait de ne pas avoir parfaitement intégré et par cœur et sans plus réfléchir, et vous voyez bien que Rey n'est pas du tout un ennemi de l'apprentissage par cœur, une fois que vous avez par cœur, vous n'avez plus à réfléchir et vous pouvez passer à des tâches de compétences supérieures. Beaucoup d'élèves sont empêchés de passer au niveau supérieur parce qu'ils sont empêtrés dans les premiers apprentissages qui n'ont pas été suffisamment, la boîte noire n'a pas été refermée. Il faut sans arrêt qu'il la réouvre pour se demander, alors si je fais 6 fois 10, c'est comme si j'avais 5 fois 10 et une fois de plus, etc. Je pense que ça m'arrive de le faire encore. Les compétences de troisième degré, une compétence complexe, savoir parmi les procédures qu'on connaît, choisir et combiner ce qui convient à une situation ou à une tâche non connue et complexe. Voilà. Non seulement c'est non connu, mais c'est aussi complexe. Et là, nous sommes dans des exercices, à mon avis, qui relèvent un peu de ce que sont les travaux personnels encadrés avec les élèves, ou de ce que visent à être les EPI. Comme ça dans la chose, c'est-à-dire l'idée qu'on peut sortir des objets balisés, et y compris de ce que les disciplines traditionnelles nous ont appris à voir comme objet légitime elles-mêmes, pour comprendre qu'en réalité, les compétences de niveau supérieur, elles se situent dans cette espèce de transversale qui consiste à convoquer, bidouiller, refabriquer des savoirs qu'on n'a pas appris en tant que tel, mais qui sont nécessaires, de la même manière que le mécanicien est obligé à un moment donné de cintrer un peu son outil s'il veut le pénétrer au fin fond du moteur, parce que ce qu'on lui a livré en bloc ne va pas, mais il a la compétence de savoir que c'est et de faire des choses un peu ad hoc. Ben ça, c'est le troisième niveau de PISA, comme par hasard, dans lequel, par exemple, sur un texte, après vous avoir posé des questions de l'ordre de la dénotation, après vous avoir posé des questions de l'ordre de l'interprétation, que dit tel acteur du texte, est-ce que c'est ça qu'il dit ou est-ce que c'est autre chose, on demande aux jeunes, et toi, avec tes propres mots, dis-nous ce que tu penses du thème qui a été abordé. Et là, on voit les jeunes Français, par rapport à tous les échantillons de CDE, être plutôt moins bons que les autres. Pour des raisons un peu mystérieuses. Quand on a fait des fausses passations avec Interview tout de suite après, on se rendait compte que beaucoup d'élèves avaient les réponses, mais qu'ils avaient une peur de l'évaluation absolument monstrueuse, et que plutôt que de se tromper, ils restaient secs et ne répondaient pas. Voilà. Je crois qu'il y a là ça s'adresse, c'est encore une autre thématique, l'évaluation, on pourra en parler une certaine fois, mais on ne peut pas évoquer un sujet sans tout évoquer. Ils étaient assez tétanisés. Et cette espèce de l'habilité qu'il faut posséder pour aborder des tâches complexes, dont on peut penser que dans les travaux interdisciplinaires, alors je sais que c'est conflictuel, mais que c'est là que c'est requis, je pense que nos élèves et peut-être leurs enseignants ne sont pas toujours prêts pour passer à ce genre d'exercice qui présente le risque d'affaiblir la discipline, ou le risque de les consolider, parce que quand est-ce que les disciplines montrent l'importance identitaire s'ils ne sont pas confrontés à d'autres, et si elles ne montrent pas leur spécificité pour faire ce que d'autres ne sauraient pas faire tout seuls. C'est un autre débat. En guise de rapide conclusion, pour moi, évidemment, je souhaiterais vivement échanger avec vous là-dessus, la question qui se pose, c'est la question de la réinternalisation du travail personnel des élèves.
cette externalisation, de mon point de vue, je n'ai pas été très long là-dessus, mais je pourrais l'être, et démesurément, il y a une externalisation pour des raisons historiques, enfin, en tout cas quelques-unes que j'essaie de vous suggérer, c'est pas moi qui les ai inventées, mais aussi parce que les devoirs sont devenus, comme le dirait un sociologue qui s'appelle Bruno Latour, un espace d'intéressement dans notre société. Au fond, il y a des intérêts qui ne sont pas forcément cognitifs, qui ne sont pas forcément des intérêts de l'enfant et de l'élève, mais qui sont des intérêts politiques, des intérêts d'adultes, parce qu'ils vont trouver leur place dans ce jeu. Pour ne prendre qu'une ou deux caractéristiques, évidemment, je ne peux pas administrer la preuve de ce que je dis, mais je suis assez convaincu qu'une des particularités de l'école française, de l'école républicaine française, c'est de s'être développée, parce qu'à un moment donné, elle s'est clôturée sur elle-même. Ça a sans doute été une nécessité de se protéger d'influences qu'elle ne souhaitait pas. Et les républicains de l'époque, qui ne souhaitaient pas avoir à nouveau des restaurations politiques et à refaire des barricades de temps en temps, pensaient qu'il fallait reconquérir l'éducation, et que pour conquérir l'éducation contre les communautés, oui, bien que ce thème-là est toujours là aujourd'hui, il fallait la fermer et éviter les infiltrations, en termes un peu. Donc du coup, qu'est-ce qui circule entre l'école et ce qui n'est pas elle? À un moment où l'école est devenue de plus en plus précieuse et pour toutes les familles. On dit parfois que les familles populaires se désintéressent de la scolarité. On ne voit pas comment elles pourraient le faire, puisqu'elles ne manquent de chance d'émancipation pour leurs enfants que par le biais de l'école. Il y a quelque chose qui paraît assez extravagant et surtout extrêmement polémique. Le sous-titre du bouquin de Cyril Calpo, c'est les devoirs à la maison, mobilisation et désorientation des familles populaires, parce que les deux à la fois elles sont mobilisées, mais en même temps extrêmement désorientées. Et je crois que si on supprimait les devoirs à la maison, on priverait aussi les familles d'avoir un regard sur ce qui se passe dans l'école et qu'elles y tiennent absolument, même si elles sont par ailleurs après incompétentes pour faire ce qu'on leur demande de faire. Donc il y a une partie un peu complexe, parce que les acteurs s'intéressent à ça pour des raisons qui sont, de mon point de vue, pas les bonnes raisons. Et j'ai tendance à dire que si on veut régler la question du travail personnel des élèves, évidemment, il faut trouver des ingénieries didactiques, il faut s'appuyer sur les neurosciences et tout ce qu'on peut avoir, mais il faudrait aussi donner aux parents une place dans l'école qui leur éviterait de chercher cette espèce de succès d'année à travers les devoirs pour jeter un œil, et y compris faire pression sur des enseignants qui, lorsqu'ils décident de ne pas donner de devoirs jusqu'à un certain stade, d'en donner peu, sont sous la pression extrêmement importante de parents d'élèves qui disent oui, non, mais dans la classe parallèle, on donne du travail à ma fille ou à des enfants d'amis, et donc ça veut dire que vous ne faites rien, et ça veut dire que vous compromettez l'avenir de l'enfant. Oui, alors nous sommes très éloignés des procédures cognitives, mais je pense que cette question de l'externalisation est tout à fait importante et pose la question de la réinternalisation. Alors réinternaliser, on peut donner une unité de temps, une unité de lieu, comme dans les tragédies classiques, c'est-à-dire faire que ça se passe dans l'établissement. Et de mon point de vue, ça ne signifie pas forcément une réinternalisation. Parce qu'on peut faire ça dans les locaux scolaires, sans que pour autant le fil tendu entre le cœur de la classe, le réacteur atomique du savoir, et ce qui se passe après, sans que ce fil soit véritablement noué. Nous avons fait assez avec Julien Netter, etc., et beaucoup d'étudiants, et Samy Kakpo et d'autres, suffisamment d'observations dans les études, surveiller les aides de devoirs divers et variés, dans lesquels beaucoup d'enseignants, beaucoup d'adultes sont dévoués, transpirent, se mobilisent vraiment, mais dans lesquels une grande partie d'entre eux ignorent les enjeux didactiques du travail parce que c'est pas eux qui font les cours, se trouvent parfois avec des cours dissociés dans des pochettes où la leçon de grammaire s'appelle G4, G5, quelque chose un peu exotique, qui font qu'ils ont un mal extraordinaire à faire travailler les élèves et du coup se rabattent sur des exercices de bas niveau, du genre tu vas me réciter ta leçon, et si on ne récite pas par cœur, on demande à l'élève d'aller la rapprendre. Comme si le fait d'apprendre la leçon consistait uniquement à l'apprendre par cœur. Bien sûr que quand on va dans une famille de parents enseignants, apprendre des leçons, c'est tout à fait autre chose. C'est ça, mais c'est aussi tout à fait autre chose. Et que donc là, de mon point de vue, la question de la réinternalisation du travail se pose plutôt en termes de réinternalisation de la continuité du processus, et qu'on pourrait imaginer des élèves qui travaillent hors la classe, voire hors l'établissement, mais dans une continuité entre les milieux didactiques extrêmement grande, et que le contraire est vrai aussi. Ils peuvent être dans le même lieu, avec une rupture de la continuité didactique. Mon retour à Christine Félix, qui a, je crois, posé le vrai problème, à mon avis, de manière assez définitive, en tout cas pour la période qui nous concerne, comment
faire en sorte que ce fil soit tendu et que les élèves n'aient pas l'impression de vivre deux vies, hein, une vie dans la classe et une vie ensuite dans le travail. Je dirais aussi, et pour conclure de manière tout à fait provisoire, que les jeunes enseignants, puisqu'à l'époque je passais aussi par le fil du micro quelques dizaines d'enseignants en formation, vivent encore beaucoup sur l'idée que moi, mon métier, c'est que l'administration tienne bon, ne prenne pas tout le temps parti des élèves pour les défendre contre ce que je pourrais dire, etc. Évidemment, j'exagère, de manière à ce que je puisse faire les cours que j'ai appris à faire. Donc cette division du travail tout à fait classique, hein, heureusement, la pression du réel se charge de les faire souvent passer à d'autres postures, mais cette idée selon laquelle il y aurait le temps de la leçon dans laquelle les élèves sont supposés apprendre et le temps après dans lequel ils sont seuls pour la plupart où ils auraient à s'exercer, sans doute une chose de mon point de vue qui est à revoir, parce que je crois qu'elle pèse d'un poids tout à fait important. Les travaux de recherche, je n'ai pas parlé de ceux d'Anne Barrère, hein, qui montrent que les élèves au travail, même s'ils travaillaient sur des lycéens, sont des élèves, c'est comme les enseignants d'ailleurs, ils cherchent des routines, ils sont dans une forme d'instabilité assez extraordinaire, ils travaillent à la note, ils ont une bonne note dans une matière, ils décident de l'investir et ils peuvent décrocher la semaine d'après dans une dans laquelle ils ont une mauvaise note. Donc ça, c'est absolument pas du tout la règle de l'autonomie qui suppose au contraire une sorte de stabilisation, hein, de savoir-faire, maîtriser, posséder, vérifier, en particulier par le socle. Donc vous entendez que je pense qu'il a une grande utilité de ce point de vue-là, surtout s'il vise les questions d'autonomie, et pour continuer aussi à parler du socle, et ce qui est le 3, mais j'ai un peu oublié de s'envoler 2. À ma connaissance, c'est la première fois qu'un socle de programme curriculaire mettait comme un des piliers l'acquisition de règles et de méthodes pour travailler. De mon point de vue, on n'a pas assez dit, on n'a pas assez fait quelque chose. Ça me paraît tout à fait important parce que l'autonomie, elle est construite. Nous ne sommes pas devenus autonomes si nous le sommes spontanément. Et on peut souhaiter que pour nos élèves, nous essayons de renvoyer l'ascenseur, comme nous envoyons nous-mêmes une fois dans notre... Voilà, je suis à peu près dans le temps. Je vous remercie pour votre grande patience et votre résistance au sifflement. Merci de votre